Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Justine, merci pour cette invitation à ce podcast. Pardon. Avec grand plaisir. Alors, donc Hervé, toi, tu es astrologue Jyotish. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta pratique, sur qui tu es, comment tu as découvert l'astrologie? Donc j'ai étudié et je continue donc à étudier les sciences ancestrales passionnantes de l'Inde, donc des enseignements spirituels du yoga, en passant par la médecine du corps et des trois corps, on pourrait dire, hein, physique, mental, spirituel. Donc j'ai eu un parcours un petit peu particulier, hein. J'ai suivi les enseignements spirituels avec un proche disciple d'un maître en Inde. Et ensuite, je suis parti en Inde dans un ashram, donc étudier donc les enseignements du moine et les enseignements du Jyotish, hein. Donc, c'est une astrologie qui est nommée astrologie cosmique de Sri Ogdesvar. Donc, ça fait partie de la lignée de Sri Ogdesvar. Euh, et le maître en question, c'est Swami Shankarananda Giri, qui est l'héritier de cette astrologie-là. Donc ça, c'est vraiment une astrologie qui est, entre guillemets, un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas forcément un courant qu'on retrouve beaucoup, je trouve, en tout cas en France peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les origines, ou en tout cas quelles peuvent être les particularités de cette forme de Jyotish? Oui, oui. Alors, effectivement, je dois être, à ma connaissance, je dois être le seul Français en activité aujourd'hui à être formé à l'astrologie cosmique de Sri Ogdesvar. Moi, je donne des enseignements, donc bon, je forme également. Je me prétends pas, alors tout d'abord, voilà, je me prétends pas être astrologue cosmique de Sri Ogdesvar, puisque ça appartient à une lignée de moines. Donc voilà, on n'y touche pas. Euh, Simplement, je dis que j'ai été formé au cœur de cette astrologie-là, au cœur de ces enseignements-là. Euh, donc c'est une lignée qui fait partie de la lignée des Giris, donc dont Paramahansa Yogananda fait partie, donc le célèbre yogi, hein, qui a écrit le livre Autobiographie d'un yogi. Son maître, c'était Sri Ogdesvar. Sri Ogdesvar, on peut parler un petit peu de Sri Ogdesvar, si tu veux. Bah carrément, je pense que certains de nos auditeurs peut-être connaissent Autobiographie d'un yogi, mais peut-être d'autres ne le connaissent pas, donc ça vaudrait le coup de resituer un petit peu l'auteur et ce courant. Donc Sri Ogdesvar, c'était un maître dans la lignée du Kriya Yoga. C'était un médecin, un sage, un astronome, un astrologue. Et donc, il a fait pas mal de recherches sur les textes anciens et il s'est aperçu notamment de nombreuses erreurs dans la traversée du temps. Euh, donc, il a remis un petit peu les choses en place, notamment sur les yugas, donc les différents âges, les différents ères, hein. Voilà, donc ça, il a fait un grand travail là-dessus. Par exemple, il a constaté que les années terrestres qui sont mentionnées dans le Manu Samhita avaient été transformées en années divines, alors que, a priori, il n'y a aucun texte qui le mentionne. Donc, du coup, toutes ces années ont été multipliées par 360. Euh, et donc, par exemple, le Kali Yuga, qui est égal à 1200 ans, une fois multiplié par 360, est devenu 432 000 années. Voilà. Donc, par exemple, voilà, il a vu qu'il y avait énormément d'erreurs par rapport à ça. Moi, Sri Yukteswar, il a réattribué la place divine de l'astrologie védique. Il a insufflé, on dit, la sagesse dans cette pratique. Jyotish, ça veut dire science de la lumière ou la lumière de la connaissance. Dans la traversée du temps, le Jyotish, on l'a utilisé pour l'agriculture, pour les mariages, voilà, pour toutes ces choses-là. Donc Sri Yukteswar, lui, il a ramené un petit peu cette idée, donc cette sagesse qui était à l'origine du Jyotish.
Ça, c'est très important, hein. Donc, comme toutes les sciences des Védas, il y a un but ultime à ça. Absolument toutes les sciences des Védas ont un but ultime. Ce but, c'est la réalisation du soi. Voilà. La réalisation du soi, donc l'idée, c'est d'aller répondre à la question « Qui suis-je » Et l'astrologie védique, doit servir à ça. C'est la carte du mental. La carte du mental, et le Jyotish, c'est la compréhension de cette carte. Donc, ça va permettre de guider, de donner de la lumière à une personne pour atteindre justement cette libération. Je dis libération, je préfère libération plutôt que réalisation. Libération, puisqu'il s'agit de se libérer de l'influence du mental. Libérer du mental, c'est ça que ça veut dire en fait, hein, la libération, moksha, libérer le mental. Donc, tous les enseignements spirituels, ils amènent à ça au final, quoi. Voilà, bon, donc Sri Yukteswar, donc l'idée vraiment, c'est de ramener cette sagesse au centre de l'astrologie. Voilà, d'ailleurs, on va dire que un astrologue, il va se révéler par la grâce qu'il aura acquis, comment dire, par la sincérité des études spirituelles. Quand on va apprendre l'astrologie, il y a une façon mathématique, hein, des choses. Voilà, il y a plein de règles à apprendre, etc. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir qu'on laisse les tendances ordinaires. Donc, les tendances ordinaires, c'est les tendances de notre espèce, hein, de notre espèce, de l'humain, voilà, pour nous élever vers une vision un peu plus cosmique de l'être humain. Donc, recevoir les enseignements intellectuels, c'est une chose, mais c'est une connaissance qui est illégitime. Elle est illégitime parce qu'elle ne nous appartient pas. C'est une connaissance qui est rapportée, on appelle ça smruti. Et à un moment donné, les enseignements doivent passer par la méditation, par les pranayamas. Ça va être pour canaliser la force de vie. Hein, toutes les sciences du yoga, enfin tous les exercices, que ce soit le yoga, le pranayama, la méditation, ils vont servir à ça, à canaliser la force de vie. Une fois que la force de vie est canalisée, si on canalise la force de vie, on canalise le mental, pardon. Une fois que c'est canalisé, le mental, uniquement à ce moment-là, il va accepter d'être regardé. Dans le sens, il va falloir le démystifier. Mais le mental, il ne veut pas être démystifié, il veut repousser tout ça, il veut rester le maître. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de canaliser la force de vie, canaliser le mental. Et ensuite, il va y falloir, on appelle ça dans les enseignements, on appelle ça les satsangs. Satsang, ça veut dire être en présence de la vérité. Pour être en présence de la vérité, il faut investiguer le mental, d'instaurer satya, la vérité en soi-même. Donc, il faut investiguer comment fonctionne le mental, aller à la racine du je, J-E, aller à cette racine. À partir du moment où on fait ces exercices, on a ce parcours au final, là, on va pouvoir vraiment comprendre les choses. On va pouvoir comprendre ce que c'est le karma, ce que c'est dharma, ce que c'est moksha, etc. On pourra en parler, hein, d'ailleurs. Mais c'est ça, je dis vraiment, encore une fois, un astrologue doit apporter la lumière à la personne. Si l'astrologue n'a que des connaissances mathématiques de l'astrologie, il risque plus de lui apporter de l'ombre qu'autre chose. De l'ombre par ses croyances, par les croyances de l'ego, par les croyances des tendances de l'homme, etc. Et ça, c'est super important parce que c'est un point qui a soulevé, je pense, pour tous ceux qui pratiquent l'astrologie, c'est du coup de pratiquer aussi en parallèle
cette recherche de soi, cette recherche de Exactement, exactement. spirituelle. Alors la recherche, soit il y a une recherche, soit il n'y en a pas. S'il y a une recherche, bon, ça veut dire que voilà, il y a une attraction vers le soi, donc il faut aller répondre à ces questions. S'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas lieu de créer une recherche, hein. Il n'y a pas lieu de créer une dualité par rapport à ça. Voilà, il y a des personnes qui peuvent être dans une recherche, mais c'est plus une curiosité du mental. Donc ça, c'est pareil, il faut vraiment de la sincérité là-dedans pour aller voir un petit peu ce qui se passe vraiment au fond de nous. Est-ce que c'est une vraie attraction? S'il y a une attraction vraiment à cette recherche, à cette quête, ça ne peut pas venir du mental, puisque le mental ne veut pas, il veut pas être démystifié. Donc s'il y a une attraction, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et le mental, lui, il a un esprit scientifique et il a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'il va engager cette recherche. Donc là, on peut aller voir des maîtres. Moi, ça a été mon cas. On peut avoir des astrologues qui vont justement, hein, par leur connaissance et puis par la carte du mental, hein, finalement, c'est ça, hein, une carte astrale. Une carte astrale, c'est la carte du mental, hein. On dit que le karma, il s'accroche au souffle. On est d'une inspiration et on meurt d'une expiration. Et entre les deux, la vie se déroule. D'ailleurs, donc à ce moment-là, l'astrologue, il va prendre un cliché des étoiles, des planètes, c'est le côté macrocosmique, et il va faire une lecture de ces planètes. Ce n'est pas une planète qui va envoyer une influence énergétique sur la personne, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, les scientifiques nous le disent, hein, ils se moquent un petit peu des astrologues en disant mais Saturne est beaucoup trop loin pour qu'il y ait une influence énergétique. Ils ont raison, ils ont complètement raison. La seule planète, enfin, qui est dit planète en astrologie et qui met une influence, c'est la Lune. Les autres planètes, c'est une lecture, simplement une lecture du karma. Donc, en astrologie, dans l'astrologie cosmique de Sri pardon, dans l'astrologie cosmique de Sri Yukteswar, on va faire le point sur le côté macrocosmique, hein, au niveau de l'univers et au niveau microcosmique, donc à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que chaque planète, chaque constellation va être dans notre colonne vertébrale, en relation avec les chakras, etc. Et quand on va dire qu'il y a une planète qui est en chute ou qui va être exaltée, ou voilà, en fait, c'est une planète qui va recevoir plus ou moins de vibrations, finalement. Il peut y avoir un déficit au niveau de la vibration, au niveau du son, là-dessus. Donc l'idée, c'est de restaurer un petit peu ces énergies-là, en fait. Et on place, donc on a le système solaire au niveau de la colonne vertébrale, puis on a, c'est une image, hein, on a Rahu et Ketu, donc les nœuds nord et les nœuds sud, qui sont positionnés, on va dire que le nœud nord, donc Rahu au niveau de la tête, et puis c'est au niveau du graphique, hein, et puis Ketu, donc le nœud sud, au niveau du premier chakra, enfin, avant le premier chakra. Donc, on s'aperçoit qu'on a Rahu et Ketu dans un sens opposé, et entre ces deux-là, on a toutes les planètes. Donc, Rahu et Ketu, c'est Maya, c'est l'illusion. Donc, on voit là, dans cette image-là, que que notre karma est enfermé dans cette illusion-là, l'illusion de la vie. On dit également que la force de vie, prana, le prana, il est associé à l'ascendant. L'ascendant, donc la force de vie, ce prana, va parcourir l'ensemble de ces planètes en 24 heures. Hein, il va passer à peu près 2 heures par signe dans chaque planète. Donc ça, c'est la force de vie. La force de vie qui s'écoule à l'intérieur de nous-mêmes, en suivant la colonne vertébrale, en suivant les chakras, etc. Et à chaque fois qu'il va rencontrer une planète, c'est comme
c'est comme un instrument de musique, il va faire vibrer finalement une pétale des chakras, donc il va donner un son. Et ce son-là, ça va être la manifestation de ce qu'on vit, la manifestation au niveau du mental. On vit dans un monde mental, il faut comprendre aussi, mais on vit dans un monde mental euh, et, euh, et toutes ces planètes comment dire, toutes ces planètes vont faire vibrer quelque chose au niveau du mental. Et du coup, moi, ça me fait faire le lien avec la psychologie ayurvédique, Bhuta Oui, Vidya. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vas utiliser aussi en astrologie, du coup, pour faire le discernement vis-à-vis de ce mental? Est-ce que c'est un outil, tu vois, qui peut être complémentaire aussi à la pratique de l'astrologie? oui, bien sûr, effectivement, je travaille là actuellement donc avec Morgane Vassoni donc en Bhuta Vidya, donc on fait des recherches par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant de voir d'ailleurs que Graha, ça veut dire saisir. Graha, c'est les planètes en astrologie, ça veut dire saisir, et saisir dans la forme de possession en fait. Donc au final, euh, chaque planète crée une dualité. Hein. Par exemple, je vais donner un exemple. On a une rage de dents. On a une rage de dents, donc ça veut dire que la conscience va venir au niveau de la dent. C'est à ce moment-là qu'on a la conscience qu'on a des dents. Si on n'a pas de douleur, finalement, il n'y a pas de dualité et on perd la conscience qu'on a des dents, hein, au final. Ben là, c'est pareil. C'est à chaque planète, en réalité, chaque planète est un problème. Une planète est égale à un problème. Une planète est une dualité. On va faire vibrer une dualité. Donc, cette dualité est une possession, entre guillemets. On va être possédé par telle ou telle chose, par un fonctionnement du mental. Donc effectivement, bon, en Bhuta Vidya, hein, l'étude de la psychiatrie et la psychologie ayurvédique, euh, il y a, on va dire, différents moyens d'accompagner une personne, et dans ces accompagnements, il y a la psychothérapie. La psychothérapie, on appelle ça Sattva-Vajjaya, et l'idée, justement, c'est d'aller augmenter la qualité sattvique du mental, euh, et en faisant ça, si tu veux, on va augmenter le côté bouddhi, en fait, de la personne. Hein, on a manas, donc on va dire c'est le mental émotionnel, c'est là où, où il y a absolument toutes les souffrances, hein, des personnes. Et puis, d'un autre côté, on a Bouddhi. Bouddhi, c'est le discernement et c'est même la conscience d'être, réellement. La conscience d'être. Euh, si Manas est plus élevé que Bouddhi, on va être possédé par le mental. On ne maîtrise absolument rien. Hein, on va être sujet aux fluctuations du mental par rapport aux événements extérieurs. Si par contre on élève Bouddhi, donc la conscience d'être, donc Manas euh, va perdre de son pouvoir. Et là, on pourra être, comment dire, être maître euh, du mental, disons. Alors là, j'anticipe les questions de nos auditeurs. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour élever ce bouddhi? Est-ce que il y a des astuces, des tips? Est-ce que toi, tu pratiques peut-être des choses qui peuvent aider? Ou en tout cas, comment est-ce que tu orientes les personnes qui viennent te voir? Alors, bien sûr, il y a une chose, hein, on apprend ça donc, dans l'Ayurveda. L'Ayurveda va parler de la nourriture des cinq sens. Donc, on parle beaucoup de nourriture, d'alimentation, etc. Mais ce n'est pas uniquement ça. Alors, la nourriture, le sens du goût est très important parce que c'est celui qui va créer la structure du corps, mais absolument tous les sens ont son importance. Donc, la nourriture des sens va engendrer l'énergie, la couleur de l'énergie. Hein, au début, à notre naissance, euh, la naissance enclenche l'énergie de la Kundalini. Bon, un petit peu, hein, juste un petit peu, mais c'est une énergie vierge de contenu. Le fait de s'alimenter, l'alimentation des cinq sens, va donner cette couleur à l'énergie. Et cette couleur de l'énergie engendre le mental. Donc imaginons si les personnes mangent une alimentation morte ou complètement tamasique, rajasique, ben, imagine un petit peu le mental que tu vas te payer.
voilà, hein, toutes les souffrances du monde viennent finalement, on pourrait penser que ça vient d'ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir une nourriture sattvique. Déjà, ça passe par là. Ça va vraiment passer par là. Donc, une nourriture sattvique, c'est le fait d'être avec des personnes qui ne soient pas toxiques, hein, aussi, ça passe par ça. C'est le fait d'éteindre la télé quand on va dire que vous allez tous mourir si vous ne portez pas de masque. Hein, ça, c'est un excès de contact. L'excès de contact, du sens de Louis, puis là, il y a un mauvais contact en plus de ça, va engendrer une sorte de peur qui va, comment dire, qui va changer justement la respiration, hein, qui va changer la façon dont on respire, et cette façon dont on respire va faire baisser le système immunitaire, etc., etc. Ouvrir des failles pour que on soit plus facilement possédé par des choses qu'on va nous dire, etc. Enfin, ça va créer plein de traumatismes, etc. Voilà, un accident, par exemple, donc c'est le sens de la vue, peut provoquer des traumatismes, par exemple. Voilà, donc la nourriture des 5 sens, c'est ça. C'est toujours être dans l'équilibre, toujours dans l'équilibre, d'avoir des bonnes lectures, d'avoir des bonnes rencontres, etc. Donc, première chose, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est super important et c'est bien de le souligner quand même, parce que c'est des choses sur lesquelles on a finalement quand même pas mal de contacts, enfin pas mal de... on est capable de pouvoir gérer ces choses-là, savoir avec qui on passe du temps, qu'est-ce qu'on regarde à la télé. Voilà, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Et tout à l'heure, donc en début de talk, d'échange, tu parlais de swara, de cette respiration. Est-ce que ça, du coup, ça a un impact? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre aussi à contrôler pour arriver à purifier aussi ce mental et à se reconnecter à Bouddhi? Oui, 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 oui. Alors, au début, on va faire des pranayamas. Donc, les pranayamas, on peut apprendre des exercices de respiration. Donc, voilà. En fait, dans le yoga, il y a différentes écoles qui vont aborder le pranayama. Donc, ça va vraiment booster l'énergie, en fait, hein. Booster l'énergie, laisser peu de place aux énergies extérieures qui peuvent te vampiriser, hein, en fait, hein. Donc, voilà, ça, c'est le côté assez sympa. Mais il faut aller, à un moment donné, cette voie du pranayama, cette voie de la respiration nous amène à comprendre qu'il n'y a rien à changer. Que la création est la création de Dieu, la création du soi, il n'y a rien à changer en réalité. Il y a juste le mental qui n'est pas content. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le démystifier, c'est pour ça qu'il faut aller voir les choses. Donc, l'idée dans une pratique, dans une sadhana, au niveau de la respiration, ce n'est pas de changer sa façon de respirer, mais de s'apercevoir qu'il n'y a rien à changer dans cette création. Je trouve ça super intéressant parce que dans de nombreux textes, en particulier, je pense au Prajnamarga, on y évoque l'étude du souffle, notamment pour répondre à une question. Et finalement, là, c'est presque transcender aussi ces indications parce que finalement, peu importe que la réponse soit oui ou soit non par rapport à notre souffle, on peut se dire que bah, finalement, ce qui doit arriver arrivera. Il y a une sorte de résilience aussi Oui. quand on pratique ce genre de choses. Mais justement, là, c'est vraiment, et là, on arrive vraiment à l'astrologie cosmique de Sri Yukteswar, là où il va vraiment, il va insuffler cette sagesse dans l'astrologie védique. Donc, on est vraiment à ce niveau ici. Prajnamarga, donc c'est l'étude d'une question, hein, au moment où elle est posée. Donc, on arrive presque, disons, à une sorte disons, de voyance ou voilà, des choses comme ça. Donc, le problème, c'est justement l'époque actuelle où justement où domine, on va dire, la dualité ou l'expression des désirs. Va influencer négativement justement la pureté de cette science. Et les questions des personnes
ils sont la cause de la puissance de leur mental à s'inquiéter s'ils vont posséder un désir ou un objet. L'astrologue ne devrait pas y répondre. Moi, je pense que l'astrologue ne devrait pas y répondre. L'astrologue va y répondre, mais il se laisse aveugler dans l'obscurité de son ego à ce moment-là. L'astrologue ne doit pas aller dans cette direction-là. Il doit au contraire, il doit donner une certaine sagesse. Mais là, justement, on pourrait parler du karma et du dharma. Enfin, on a parlé déjà un petit peu du karma, mais du dharma, justement, ça va répondre un petit peu à cette interrogation-là. Je parlais du karma tout à l'heure, donc on a dit, hein, le karma, il s'accroche au souffle. D'ailleurs, hein, une petite chose, on dit que quand tu vas être en colère, le souffle va être d'une certaine façon. Quand tu vas être joyeuse, tu vas respirer d'une autre façon. Si tu regardes le soleil ou si tu regardes la lune, c'est pareil. Ça va être au niveau subtil, mais la respiration, au niveau subtil, au niveau de l'énergie, au niveau du prana, sera différente. Donc, effectivement, dans les écoles, ils disent qu'on change le souffle, on change son karma. Ce n'est pas tout à fait ça, mais disons que le karma, il devient moins difficile. Moins difficile. Donc, le karma, c'est quoi? C'est cette illusion, tout à l'heure je parlais entre Rahu et Ketu, cette illusion, cette vie entre le premier souffle et le dernier souffle, c'est toutes les choses qui vont se passer dans notre vie. Je dégrossis énormément les choses. Mais voilà, c'est tout ce qui va se passer dans notre vie. C'est-à-dire que il va vous arriver des événements, vous allez pouvoir voir un astrologue peut vous donner des remèdes, mais ces remèdes-là aussi font partie du karma. Ils ne sont pas hors du karma, ça fait partie du karma. Ça veut dire que c'est écrit comme ça, disons, hein, le fait de voir un astrologue, à un moment donné, il va vous donner un remède et puis ça va aller mieux, etc. Ça fait partie de votre karma. On peut le voir dans votre thème, par exemple. Dharma, c'est la voie juste. C'est la voie qui permet de comprendre que je ne suis pas le karma. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va s'en extraire en réalité. C'est la voie qui va amener à comprendre que J-E, n'est pas obligé de saisir le mental. Tu vois, on parle aussi de libre arbitre, par exemple. Tiens, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est comme si on avait le choix. En fait, le choix est une illusion aussi. Le libre arbitre, c'est ça, en fait, c'est d'avoir le choix. Le seul choix qu'on ait, c'est d'accrocher ou pas le mental. Dans chaque planète, on a dit que c'était une dualité. La position des planètes crée une dualité, etc. C'est pour ça que c'est la carte du mental. Ça veut dire que la conscience du mental va aller se fixer dans quelque chose, dans un événement, dans une souffrance, dans une joie, peu importe, etc. Donc les sens font l'expérience, enfin, prennent l'expérience et la donnent au mental, et puis on construit cette identité par rapport à ce qui nous arrive finalement. Alors, on a des sens qui sont on a 5 sens. Les 5 sens, ils sont pas illimités. Hein. On ne va pas voir à travers un mur, par exemple. Toutes les expériences vont construire l'identité de ce que nous sommes. Dharma, c'est d'aller s'extraire de ça. C'est la voie qui va dire, ben voilà, je ne suis pas ce corps, ça on peut le comprendre assez facilement, mais je ne suis pas ce mental. Là, c'est un petit peu plus difficile à le comprendre. Et donc, du coup, je ne suis pas obligé de m'accrocher au mental. C'est réellement ça, Dharma. Dharma, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la vie. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien voir mon Dharma,
j'aimerais bien savoir sur le pourquoi je suis fait. Et moi, je réponds à cette personne-là, je n'ai même pas besoin de regarder son thème, hein. Je leur dis, mais s'il y a une erreur, ça insinuerait que Dieu a fait une erreur. Ou c'est le mental qui n'accepte pas? Est-ce que c'est Dieu qui fait une erreur ou c'est le mental? Non, vous êtes à votre place, ça fait partie de votre karma. Ça ne pouvait pas être autrement, c'est comme ça, vous êtes à votre place, vous êtes à votre place. Vous pouvez quand même changer, hein. Si vous, à un moment donné, on peut très bien se reconvertir, faire autre chose, etc. Ça fait partie du karma. Mais dans l'heure immédiate, tout le monde est à sa place. Donc c'est vraiment illusoire du coup de chercher à être ailleurs que là où est-ce qu'on est. Mais bien sûr, exactement. Et c'est ça. Et dharma, c'est d'aller, c'est ça, je répète, hein, mais c'est d'aller comprendre ça. De s'extraire du karma. On a, par exemple, moi, on peut regarder, hein, on peut voir un petit peu la région chrétienne avec la croix de Jésus, par exemple. On a une barre horizontale. Cette barre horizontale pourrait être justement karma. On pourrait mettre Raoult et Ketu de part et d'autre. Et puis ça, c'est le karma. Et à un moment donné, Jésus va nous dire, je ne sais plus exactement comment il va dire les choses, mais l'idée, c'est la barre verticale, c'est de transpercer ce karma. Cette barre verticale est le dharma. C'est ça, de s'occuper de sa croix. À un moment donné, il dit que chacun s'occupe de sa croix. Voilà. Bon, c'est une image, hein, c'est une image, on peut avoir différentes façon de voir les choses, mais voilà, je trouve que l'image est intéressante. Ah, c'est Et que moi, je la voyais, cette image, avec, pour cette ligne du karma, à la fois la maison 9 et puis la maison 8 aussi, à la fois cette idée de connaissance et puis en même temps de transformation. Donc, cette lignée un petit peu de karma, et puis au centre, l'ascendant, donc maison 1, maison 12, comme s'il y avait une sorte de soi, puis de non-soi. ouais, Alors, je ne sais pas si du coup, toi, peut-être ça te parle aussi. oui, c'est intéressant. Alors, si on parle de maison 8, alors maison 8, c'est lié donc à l'occulte, à la transformation, tu as raison. C'est un petit peu l'antichambre de la maison 9, hein, c'est-à-dire que l'occulte n'est pas la spiritualité. Généralement, d'ailleurs, on reste beaucoup dans le côté occulte et on oublie la spiritualité. Hein, c'est comme si on avait un objectif, le but ultime, hein, comme je disais tout à l'heure, voilà, on doit s'asseoir au niveau du château, sur le trône. Et puis, dans le chemin, on a des jardins, en fait. Hein, et puis, dans le jardin, il y a des belles fleurs. Donc, du coup, on cueille les fleurs. On dit, oh, c'est joli. Et ici, là où il y a des fleurs, en fait, c'est les dons. Hein, c'est ce qu'on va gagner, c'est les ressentis, etc. Et on reste ici. On reste ici, dans le jardin. On a oublié, à un moment donné, qu'on devait aller sur le trône. Voilà. Donc, la maison 8, c'est ça, en fait, c'est les jardins. C'est les jardins. La maison 9, c'est au-delà de ça. C'est tout ce qui est du ressenti, tout ce qui est du domaine même du subtil, hein, tout ce qui est expérimenté, hein, par les sens, et du domaine du mental. Même les sens subtils, les plus subtils qu'on pourrait faire l'expérience, c'est quand même rapporté au mental. Donc c'est du mental. Ce n'est pas ça. Hop, ça c'est à balayer pour aller dans la compréhension de qui je suis, qui suis-je. Et là, on va tout droit. Donc toutes comment on peut appeler ça? Toutes tous les dons qu'on pourrait recevoir dans ce chemin-là, à un moment donné, hop, on passe et on continue la route. Donc la maison 8, c'est ça, l'occulte. L'astrologie, ça fait partie, hein, de cette maison 8. Ça fait partie, c'est grâce à ça aussi, comme tu disais, qu'il y a cette transformation. Hein. Mais la maison 9 est autre chose.
Et c'est du coup l'intérêt là, de la position de l'astrologue, c'est de pas du coup faire que de l'occulte, mais faire du coup de cette science un outil spirituel et de pas du coup rester enfermé dans cette maison 8. Et comme tu le disais si bien, avec notamment ces techniques prédictives qui peuvent tout de suite être corrompues par les désirs, par l'esprit, par le mental, que la maison 9, elle, ou en tout cas cet éveil, cette éthique, ce dharma, ces pratiques spirituelles, elle ne peut pas être corrompue par ça. Exactement, exactement. L'astrologue, encore une fois, la pratique de l'astrologie est quelque chose d'occulte, mais il a pour objectif de faire comprendre le chemin, de faire comprendre à la personne, d'éclairer son chemin, en fait, à la spiritualité. Et du coup, c'est important en particulier, comme on le disait, mais c'est vrai que Prashna, on aurait tendance à dire c'est bon, Prashna va répondre à toutes mes questions. En tout cas, moi, je sais que je ne fais pas de Prashna parce que je sais que les questions que je peux entendre, c'est est-ce que je vais être riche? Alors, si je réponds oui, bah, la personne ne fait plus rien parce que forcément, on attend que la richesse arrive. Et si je réponds non, bah, la personne ne fait plus rien parce que de toute façon, on ne sera pas riche. Donc, finalement, le potentiel après pour pouvoir aller bah, retourner au mental et finalement purifier cet esprit est limité, puisque quand on a une réponse et que finalement celle-ci ne convient pas au mental, on tombe dans cette inertie du coup à l'action qui devient quand même un petit peu problématique sur l'avancement spirituel. Exactement, exactement. Et comment dire, le, chaque planète, je reprends le côté donc graha qui veut dire saisir. euh, euh, L'idée vraiment, c'est d'être au-delà des planètes, au-delà des planètes, au-delà des problèmes. Euh, donc au-delà de la dualité. Donc on comprend cette dualité, on comprend ce qui se passe, mais l'idée, c'est d'être dépossédé finalement de ces planètes. Euh, Dans le Bhuta Vidya, on va voir que chaque planète peut correspondre à une entité, à un démon, ou voilà, des choses comme ça, mais au final, ça revient à la même chose, c'est toujours la même chose qui se passe. Il y a différents regards, mais on va voir que ça fonctionne toujours de la même façon. Je vais prendre comme ça un exemple. Vous avez deux pièces, une en chocolat et puis une en or. Si vous perdez la pièce au chocolat, bon, allez, dans l'heure, ça y est, c'est passé, quoi. Mais par contre, si vous perdez la pièce en or, oh, là, c'est la souffrance. C'est une souffrance. Une souffrance, pourquoi? Parce que vous avez, par le mental, vous avez donné une valeur qui est rajasique, finalement. Hein, c'est juste une agitation du mental. Mais par cette agitation du mental, vous êtes possédé par ça. Possédé parce qu'elle vous donne une souffrance. Et oui, tout l'intérêt du coup de s'en détacher, de travailler avec ce sattva. Voilà, voilà. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de se poser la question à un moment donné, qu'est-ce qui nous possède? Alors, ça ne veut pas dire il faut faire le ménage et qu'il faut abandonner tout objet et tous ces trucs-là. Non, ça fait partie du karma. Simplement, ce qu'il faut abandonner, c'est le mental, disons. Le mental sera toujours là, c'est pareil, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute souffrance vient du mental. Toute souffrance vient de la possession du mental. Le mental, c'est comme la main, elle saisit. C'est comme les planètes, saisir, elle saisit. Pareil, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive, et paf, on saisit et on s'identifie. Et on en souffre quand on le perd. Quand on perd la chose, on va souffrir. Ça donne des formes d'angoisse, etc. Ketu va nous montrer ça. Le nœud sud va nous montrer ça, cet effacement de quelque chose qu'on a acquis. Et puis du coup, une impression de souffrance, on n'arrive plus à s'accrocher sur la chose qu'on s'est identifiée. C'est une opportunité en réalité. Il faut la prendre comme une opportunité. Au contraire, ben voilà, effectivement, je ne suis pas cela. C'est vrai que les Mahadashas de Ketu sont quand même assez intéressants pour ça. C'est des périodes où du coup ça implique en tout cas un grand détachement. Donc c'est vrai que c'est des périodes qui sont intéressantes. Même les périodes de Saturne aussi, Saturne qui a aussi tendance à restreindre. Je Oui, sais qu'en astrologie, voilà, on aime bien le pointer du doigt parce qu'il faut toujours un coupable, entre guillemets, dans l'histoire. Et en même temps, bah, c'est lui qui vient nous apprendre aussi ce détachement. exactement. Et comme Saturne, on voit par exemple, il y a une configuration qu'on appelle Sadeshati. Le Sadeshati, c'est quand Saturne transite la maison 12, la maison 1 et la maison 2 de la Lune. Donc c'est 7 ans et demi de colocation avec la Lune. Et Saturne
est là pour donner un enseignement. On dit que c'est le maître des yogis et il se fout du mental. Et voilà, c'est un super enseignement, il se fout du mental. Ce n'est pas son problème, le mental. Il est là justement pour nous extraire du mental. Donc tout ce qui est extérieur va être difficile pour à un moment donné qu'on se dise, bon, moi, tout ce qui est événement extérieur, tout ce qui est extérieur ne m'intéresse plus, je vais aller à l'intérieur de moi-même. Saturne, il sert à ça, en fait. Il met des murs pour pas aller trop vite, pour pas que le mental soit distrait sur des choses. Finalement, c'est comme le papa hein, qui va dire à son enfant de ne pas jouer avec des couteaux. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Et une fois que comment dire, que la leçon est acquise, finalement, ça veut dire qu'on va donner, on va lâcher prise, on va accepter, et encore, j'aime pas ce mot accepter, parce que accepter, ça veut dire accepter une souffrance. Donc, on est dans une dualité. Accepter une souffrance, c'est faire l'effort d'accepter quelque chose qu'on ne veut pas, donc on en souffre. Alors que si on met une foi, si on développe la foi, il n'y a plus de dualité. Mm. Il n'y a même plus de dualité, donc il n'y a même plus d'effort à de l'acceptation ou quoi que ce soit. Il y a cette confiance aux engrenages de la vie. Ouais, c'est vraiment le Bhakti Yoga, quoi, ce yoga de la dévotion. Bhakti Yoga, exactement. Mm. Exactement. Il y a dans les Upanishads, il y a deux voies. Il y a le Jnana Yoga, donc le yoga de la connaissance, ou Bhakti Yoga. L'un ou l'autre finissent par se croiser. On en revient à la même chose, au final. Bhakti Yoga amène la connaissance, et la connaissance amène la dévotion. Mm. Et c'est vrai que c'est les deux voies, j'ai l'impression aussi de l'astrologue. En tout cas, il y a cette connaissance astronomique, astrologique, donc de ce que représentent les planètes, de ce que représente un thème. Et puis il y a ce bhakti aussi. Par exemple, quand tu fais une lecture, tu es obligé de jouer avec ces deux ailes, l'aile de la connaissance et l'aile de l'intuition, qui pour moi représente un peu bhakti aussi. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut arriver à guider le mieux quelqu'un dans une lecture, c'est en utilisant ces deux voies-là. Oui, moi je pense que pour amener, comment dire, un conseiller, donner de la lumière à une personne, c'est de lui ouvrir c'est un enseignement en fait, hein, c'est un enseignement spirituel. Donc par son thème, hein, qu'est-ce que son thème va me dire par exemple. Donc on va se lancer dans l'étude de son thème, mais ça doit passer par ces enseignements-là. Une ouverture d'esprit, il faut reconsidérer comment fonctionne la vie, tout simplement. La vie, elle n'est pas de ce monde. Euh, les lois de la Terre, on les connaît tous. Il y a les saisons, il y a la nuit. Il y a en Ayurveda, on va voir qu'il y a des périodes qui vont être liées plutôt à Kapha, Vata, Pitta, même au moment de la journée, tout ça. Donc il y a plein de cycles, en fait. Donc ça fait partie des lois de la Terre. Voilà, on devient bébé, et puis ensuite on vieillit, et puis etc. Donc, chaque chose est liée aux lois de la Terre. Notre mental, également, il est lié aux lois de ce monde. Par contre, la vie, elle est d'ailleurs. Elle n'est pas sujet aux lois de la Terre. Donc, la vie, quand je dis la vie, c'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons aller, disons, chercher. Et encore, ce n'est pas exactement, mais il faut bien parler pour dire quelque chose. Mais c'est le soi, ce qui est éternel, ce qui ne bouge pas, ce qui ne bouge jamais, et au-delà de la vie. Et au-delà, pardon, des manifestations, des lois de la Terre. J'écoutais un scientifique qui parlait, il disait on est capable aujourd'hui de mettre absolument tous les éléments pour produire de la vie, pour produire la vie. Et on est incapable pour autant. Mais voilà, ça résume exactement ça. C'est que la vie ne fait pas partie des lois de la Terre. Et encore heureusement. Parce que pour quel tarif on l'aurait bradé? Mm. On a vu avec ce qui s'est passé, hein, avec cette pandémie,
que finalement, bon, il y a eu beaucoup de manipulations, disons, hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu pas mal de choses qui étaient complètement faussées. Donc, on a donné notre corps, on a donné notre mental aussi. Mais ce que nous sommes réellement, on ne peut pas le donner. Il est protégé. Il est protégé par l'Éternel. Oui, après dans la vie quotidienne, pour ceux qui ne sont pas dans cette quête, spirituelle, ça peut être un outil qui peut être, utile dans certaines mesures. Bien sûr, le mental, il est utile pour la vie quotidienne, hein, pour aller chercher son pain, il faut bien aller… c'est uniquement dans une quête intérieure, dans une quête spirituelle, de comprendre qui suis-je, d'aller vraiment dans cette direction-là. C'est sans concession, le mental, on ne doit pas faire confiance au mental. Le mental veut garder le pouvoir, c'est sans concession, il n'y a pas de confiance là-dessus. C'est notre ennemi numéro un. En tout cas, c'est celui Oui, qu'il faut maîtriser, pour du oui, coup, oui. Mais faire tu vois, une dans une carte astrale, on va dire qu'il y a des planètes qui sont bénéfiques et puis des planètes qui sont maléfiques. Et les planètes bénéfiques, eh ben, ils sont bénéfiques pour le mental en réalité. Hein. On est content d'avoir une expérience assez sympathique pour le mental. Mais les planètes maléfiques, comme Saturne, qu'on parlait tout à l'heure, justement, il est là pour dire « mais je ne suis pas ça ». mmh. Je ne suis pas ça. Et il va être maléfique parce qu'il va troubler le mental. Le mental, il ne veut pas, encore une fois, il ne veut pas être troublé. Mais dans une quête, il est important, voilà. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser aux lunes en Chute, en Scorpion en particulier, qui, Ouais. je trouve, sont, des gateways ou des portes vers, la spiritualité en particulier, parce qu'il y a cette capacité, du coup, à se rendre compte qu'on n'est pas cet amas, ce flux émotionnel, puisque les lunes en Scorpion ont tendance à être, surchargées d'émotions, peut-être même un peu trop, ce qui, du coup, permet à l'individu, dans une certaine mesure, si le travail spirituel est engagé, de pouvoir purifier, en fait, cette Tout à sphère fait. émotionnelle. Et donc, Ouais. une planète qui, potentiellement bénéfique, devient maléfique puisqu'elle est affaiblie, finalement s'avère en fait être un cadeau, dans une certaine mesure, pour l'individu dans sa quête spirituelle. Mais effectivement, oui, la lune en Scorpion, c'est difficile. Pourquoi? Parce que il y a une guerre toujours permanente ici. Le mental est en guerre contre les démons, disons. Et, mais après, hein, dans chaque constellation, il y a des nakshatras. Des nakshatras. Donc le nakshatra, par exemple, de Giesta, hein, qui est lié à Mercure, ça va donner à la personne la capacité justement d'aller démystifier le mental. Mercure, c'est la communication, et là, la communication intérieure, la communication pour la transformation du Scorpion. Donc effectivement, sur certains aspects, la Lune va être un petit peu, comment dire, oui, en souffrance par rapport aux événements extérieurs, mais il aura la capacité effectivement de se transformer, de se transformer et d'aller voir un petit peu plus loin. Et du coup, c'est intéressant, donc la constellation du Scorpion possède 3 nakshatras qui sont un nakshatra de Jupiter, Vishaka, on a Jyeshta, du coup de Mars, et on a aussi Anuradha de Saturne. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, dans cette constellation du Scorpion, on a quand même 2 nakshatras reliés à 2 planètes maléfiques. Donc c'est comme si du coup la Lune ici, elle avait aussi un potentiel à se reconnecter à ces énergies qui ne sont pas le mental et qui viennent du coup aider la Lune à avancer euh, sur ce chemin, cette transcendance de l'esprit. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, c'est effectivement quand on regarde, quand on fait une étude en astrologie, bon, on voit que ça peut être négatif sur le plan extérieur, mais c'est positif sur le plan intérieur. Voilà, et les planètes qui sont bénéfiques ne le sont pas forcément pour un chercheur spirituel, au final. Moi, j'aime bien parce que ça permet de se réapproprier son thème et du coup aussi de dédramatiser parce que c'est vrai que quand on dit « Mon Dieu, j'ai une planète en chute », bah, tout de suite, le mental peut en faire des caisses. « Mon Dieu, c'est dramatique, je vais jamais y arriver ». Alors qu'en fait, finalement, c'est plein de potentiel qu'il faut arriver à exploiter, en fait. Exactement. Là, par exemple, si on prend un autre exemple, Jupiter qui est en exaltation. Alors après, ça dépend, hein, ça dépend de plein de personnes. Hein. Mais une planète comme Jupiter en exaltation, on pourrait croire déjà à première vue par nos enseignements qu'au niveau de la spiritualité, c'est super. Alors que pas du tout. Jupiter, c'est l'argent, c'est le matériel,
C'est une personne peut-être qui peut être complètement emprisonnée par le matériel, Mmh. ou en tout cas à un moment donné de sa vie. Et il peut y avoir ce côté un peu je sais tout aussi, parce que du coup, pour moi, je le vois comme un verre rempli à ras-bord. C'est comme si, en fait, on avait une cup qui était complètement pleine et qui débordait. Ouais. En fait, on sait trop de choses. Et du coup, finalement, en fait, on ne sait même plus quoi en faire. Et même, on pense tout savoir, alors qu'en Et on fait, pense tout savoir, oui, exactement, tout à fait. Tout à fait, et justement, moi, quand j'enseigne l'astrologie, la première chose que je leur dis, c'est la première chose à regarder, ce n'est pas le thème astral, c'est la manifestation. C'est qu'est-ce qui s'est passé. On regarde la manifestation, et ensuite on va regarder l'astrologie. Pour un astrologue, la première règle est de regarder ce qui se passe dans la manifestation et non pas de deviner ce qui va se passer. Donc ce qui est capté par la conscience collective, il peut être mis en lumière par l'astrologie. Donc ça veut dire que l'astrologie, elle nous donne un enseignement de la manifestation. Elle ne répond pas à la question pourquoi, mais elle donne un enseignement. Donc, elle ne juge pas, elle enseigne. mm. Ça change tout, hein. C'est vraiment, c'est chaque événement qui est capté par la lumière donc de la conscience, de notre conscience, de la conscience collective, ou par le mental d'un individu, pardon, c'est la source d'un enseignement que l'astrologue doit mettre en lumière. Et mise en lumière, ça veut dire de placer la conscience sur une compréhension cosmique, sur un plan divin. Donc voilà, donc l'astrologie, c'est vraiment un outil pour percer le mystère de notre condition humaine. Ça ne sert pas à deviner les choses. Encore une fois, si notre ego il va saisir ou pas un désir ou un objet, il ne sert pas à ça. Il sert pas à ça. Ça a été le cas dans la traversée du temps, mais je crois qu'il est temps de redonner la place de la sagesse dans le Jyotish. Moi, j'ai connu des astrologues avec des astrologues qui faisaient avec le réglage occidental, donc c'était plus proche de l'astrologie occidentale, mais avec une connaissance telle que ce qu'ils donnaient, c'était le Jyotish, la lumière de la connaissance. Et puis, à côté, il peut y avoir des astrologues védiques qui, justement, qui vont répondre, qui vont essayer d'aller deviner les choses et tous ces trucs-là. Là, ce n'est plus du Jyotish. Et c'est ça qui est beau, parce que finalement, le Jyotish, c'est pas OK, je fais de l'astrologie sidérale indienne, donc j'utilise le système Lahiri ou Yogeshwar pour mes calculs ou en Yanamsa ou je ne sais quoi. C'est juste, j'apporte la lumière. Oui, c'est ça, Après, tout à fait. la façon dont on apporte la lumière, pour être très honnête, on pourrait, je pense, même ne pas tirer un thème et Mais oui, finalement faire du Jyotish. mais au final, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, là, on regarde un thème, on regarde l'astrologie. Moi, parfois, je fais des thèmes astrales, je vais me servir qu'une planète. Avec une planète, j'ai compris le problème. Mais au final, on pourrait même, à un moment donné, l'astrologue pourrait très bien dire, mais j'ai plus besoin de regarder sa carte. Je vais te donner l'enseignement, voilà, par rapport à ce que tu me dis, je vais t'apporter de la lumière, effectivement. Et plus besoin, au final, de regarder le thème astral de la personne. Ouais, tout à fait, ouais. Et je pense juste en rencontrant la personne, je pense qu'un astrologue éveillé, aiguisé, qui est devenu gourou plus qu'astrologue aussi, puisqu'il y a cette dynamique, quand on est astrologue, on tend aussi vers être un enseignant, on capte l'essence de la personne. Alors après, on la capte par le souffle, on la capte par la posture, on peut la capter par plein de choses très subtiles. Et finalement, du coup, le thème devient vraiment très secondaire. Oui, 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 c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. Exactement. Exactement, mais c'est comme, au final, on pourrait penser que le thème astral, c'est un outil euh, pour nous, euh, pour nous chercheurs. Alors, moi, j'ai appris l'astrologie dans une quête intérieure, hein. Ça a été un outil, c'était un outil pour aller, on va dire, démystifier le mental, disons. Aller comprendre, répondre à cette question, finalement, hein, qui était présente. Qui suis-je? Donc, c'est un véritable outil d'enseignement, mais effectivement, l'astrologue, est-ce qu'il a besoin tout le temps d'aller voir la carte astrale de la personne en face?
Ça, c'est la bonne question. Je pense pas, effectivement. Alors, en tout cas, ça nous donne pas mal de pistes d'exploration. Finalement, ça montre aussi l'étendue du Jyotish, qui n'est pas seulement l'étude des astres, mais ça peut être l'étude des signes, ça peut être l'étude de plein d'autres choses. Est-ce que toi, il y aurait peut-être une dernière chose sur laquelle tu aimerais rebondir concernant cette astrologie, concernant peut-être aussi ta pratique ou quelque chose que tu aimerais partager à nos auditeurs? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question, enfin au niveau, hein, encore une fois, au niveau de la spiritualité, de l'astrologie védique, hein, de pourquoi euh, il est là. Hein. C'est ce qui est important, encore une fois, c'est toujours d'aller dans cette quête intérieure. Alors effectivement, moi je l'utilise beaucoup dans le diagnostic ayurvédique, par exemple, dans le diagnostic aussi au niveau du Bhuta Vidya, hein, qui apporte énormément d'éléments. Hein. Encore une fois, on vit dans un monde mental, il faut savoir lire la carte du mental pour aller comprendre ce qui s'est passé, quelle est la racine d'un déséquilibre, etc. Donc ça donne beaucoup d'indications. euh, Beaucoup d'indications. Donc effectivement, l'astrologie a plusieurs, plusieurs aspects, plusieurs utilités, disons. Alors, dernière question peut-être avant qu'on passe à la conclusion. Euh, Tu nous as parlé en tout début de podcast des yogas et j'entends déjà ceux qui nous écoutent se poser la question dans quel yoga sommes-nous puisque Sri Yukteswar a revisité ou en tout cas a retraduit, réinterprété ou en tout cas peut-être corrigé les erreurs qu'il y avait dans ces textes. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus juste pour Oui. conclure sur ce sujet? Alors, selon Sri Yukteswar, on est dans l'ère de... On a quitté le Kali Yuga, hein, donc depuis 1700 à peu près, on est dans l'ère de Dwapara Yoga, dans la constellation de la Vierge. Je trouve que c'est assez parlant puisque l'ère de la Vierge, donc, qui est reliée aussi à Kama, Kama, les désirs. L'ère de la Vierge, bah, c'est tout ce qui est électronique, tout ce qui est médecine, tout ce qui est communication, les ondes, l'Internet, enfin, toutes ces choses-là, prend une ampleur. Et plus on va s'approcher du début de la Vierge, hein, puisque dans cette manifestation, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on se rapproche du début de la Vierge, et plus on va aller dans le début de la Vierge, plus les choses vont s'accélérer. Donc effectivement, là, on voit hein, qu'il y a une accélération avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses-là. Donc ça correspond assez bien, je trouve. Je trouve que c'est bien. Ouais. 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 Donc du coup, on dit que le système solaire, il est dans les cycles des yogas, hein, le système solaire tourne autour d'une étoile Alcyone, c'est Kritika en sanskrit, qui correspond donc à un nakshatra dans la constellation du Taureau. Donc on est à peu près, donc on dit que c'est l'étoile de la sagesse. Hein, pendant 12 000 ans, on va s'éloigner de la sagesse, il y aura une perte de connaissances, et pendant 12 000 ans, on va se rapprocher de cette étoile où on va gagner vraiment en sagesse jusqu'au Satya Yoga. Donc disons que là, on est à peu près à 10 000 ans de l'étoile de la sagesse. Hein, donc les choses ne vont pas se faire dès demain. Mais Ouais. alors, c'est plus rassurant parce que le consensus, entre guillemets, de ce qui est entendu de nos jours, c'est qu'on est dans le Kali Yuga, dans cette âge sombre. Donc, si on part sur cette théorie-là, c'est beaucoup plus rassurant pour l'humanité, puisque ça veut dire que du coup, cet âge, entre guillemets, noir de l'humanité est fini et on est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus auspicieux. Alors, Oui, âge on noir. évolue, mais on est très très bas. On a quitté le Kali Yuga, mais comme je te disais, on est à peu près à 10 000 ans de l'étoile de la sagesse, donc on est très bas. Il y a encore énormément d'incompréhension ici. Il y a une dualité justement entre les questions un petit peu spiritualité, mais en même temps, on est toujours possédé par nos désirs. Voilà, on sait que par des enseignements, ben, il faut se comporter de telle façon, mais à côté, ben, on fait tout le contraire. Voilà, donc c'est vraiment cette dualité euh, qui est là. Ouais. Alors, est-ce que c'est rassurant? Oui, bon, de toute façon, c'est comme ça. On est là pour vivre cette ère, en tout cas. Et, et, et oui, je crois qu'il faut, avant de trouver des solutions pour sauver la Terre, je crois que la première chose, c'est sauver notre esprit.
des désirs, justement, hein. Tout le chaos qu'il y a sur cette terre est lié au désir. Absolument tout, hein. On dit c'est l'ego sans fin. L'ego sans fin, on en veut toujours plus, on construit de plus en plus, on veut des immeubles de plus en plus hauts, etc. On veut apprendre aussi, hein, alors c'est des désirs qui sont plus sympas, mais le fait d'apprendre toujours, c'est un désir aussi. Au final, il faut juste un petit peu de connaissance et puis écouter le silence. Voilà. Et la connaissance, elle est aussi vieille que l'homme, finalement, que l'être. On dit que Veda qui veut dire connaissance, est là depuis que l'homme est homme. Mais simplement, l'agitation du mental brouille tout ça. On n'est plus capable de l'entendre. Donc c'est pour ça qu'il est dit, il faut juste un petit peu de connaissance, mais pas trop parce que sinon ça devient de l'agitation mentale. Donc un petit peu de connaissance et puis de l'intériorité, de l'écoute intérieure. Ah bah, je trouve que c'est une très belle conclusion. Et du coup, bah, peut-être pour nos auditeurs qui aimeraient peut-être apprendre un petit peu de connaissances avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi pour une lecture ou pour une formation? Alors, moi j'ai un site internet qui est assez simple, c'est astrologie-védique.fr. C'est astrologie- c'est le tiré du 6, hein, védique.fr. Voilà, où il y a tous les renseignements. Moi, je suis dans la région parisienne, à Luzarches, dans le 95. Voilà. Bon, après, comme tout astrologue, on peut faire des consultations en visio aussi. Enfin, ça fonctionne très bien. Voilà, je donne des cours d'astrologie aussi. Je fais des consultations en Ayurveda et puis en psychologie ayurvédique. Voilà. Bah, c'est super. En tout cas, je mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos en plus pour nos auditeurs. Et en tout cas, moi, j'ai adoré échanger avec toi, Hervé. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment passionnant. Du coup, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci. C'était très intéressant, effectivement, de parler de tout ça. Ça fait du bien. Bah, en tout cas, au plaisir de t'avoir de nouveau sur le podcast. Et puis, bah,